Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va faire quelque chose d'assez particulier. Comme vous le savez, c'est les Jeux olympiques actuellement. Qui dit Jeux olympiques dit évidemment médaille. Et ce soir, donc, j'ai décidé de faire une activité assez particulière. C'est-à-dire que moi, quand je fais des lives, évidemment, je peux voir vos commentaires directement. Il va y avoir un petit délai, mais je finirai par les voir. Donc, ce que je vais vous proposer de faire, c'est que je vais vous présenter 10 mangas qui sont underrated, vraiment qui sont moins connus, que selon moi, ils devraient valoir beaucoup plus en termes de popularité. Et on va du coup parler de ces 10 mangas et à la fin, ce qu'on va faire, c'est attitrer des médailles. Donc il y aura une médaille d'or, une médaille d'argent et une médaille de bronze pour ces 10. En tout cas, moi, je vais m'amuser à vous les présenter parce que ce sont tous des mangas qui, pour moi, sont très importants et que je trouve qu'ils ont vraiment une valeur assez intéressante dans le monde des mangas. Donc, j'espère vraiment que vous allez aussi découvrir des nouveaux titres. Donc, après tout, c'est le but. Donc, c'est parti. On va y aller très, très rapidement. Je tiens à préciser qu'il n'y aura rien d'horreur ou de trop explicite parce que je tenais à ce que tous les mangas soient à peu près tout public le plus possible, même si la plupart de ces mangas, c'est des mangas qui, généralement destinés aux jeunes adolescents ou aux jeunes adultes. Alors, voilà, maintenant que c'est dit, on va pouvoir commencer avec peut-être le plus facile à présenter. Voilà, on va commencer avec Vagabond. Alors, vous voyez, Vagabond, c'est un manga que j'ai découvert assez récemment, assez tardivement en fait, mais qui m'a totalement impressionné. D'abord, Vagabond, c'est l'histoire de la vie de Musashi Miyamoto, qui est le samouraï le plus célèbre du Japon féodal. Et il va raconter à la fois la vie de Musashi et de son rival Kojiro Sasaki, rival avec qui leur duel final sera probablement le duel de samouraï le plus connu de l'histoire du Japon. Vous n'allez pas rencontrer un Japonais qui ne sait pas qui est Musashi Miyamoto. Celui-là même qui aura vécu et qui justement c'est peu après lui, c'est là que les samouraïs et les codes bouddhistes vont rentrer. Les samouraïs vont en fait devenir très vastement bouddhistes et c'est là que le Bushido va naître. Donc pour ceux qui ne le savent pas, le Bushido, ça n'existait pas pendant très 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 longtemps, même si c'était l'ère des samouraïs durant le Japon féodal. C'est seulement vers l'ère Edo que le Bushido, les codes du samouraï vont naître. Et celui-là, Musashi Miyamoto, c'est un des précurseurs. Donc, l'histoire suit Musashi à partir de sa jeunesse, où on le suit vraiment sur des aventures assez... Souvent, vous savez, quand on parle de personnages historiques, les auteurs ont vraiment beaucoup, beaucoup de liberté en ce qui concerne les histoires qu'ils ont envie de raconter avec eux. Et c'est le cas de Vagabond, justement, parce que pendant une très longue partie du manga, étant donné que Musashi Miyamoto, c'est pas le personnage qui a laissé le plus de traces historiques, dans l'histoire japonaise, généralement, les gens qui laissent des traces écrites d'histoire, ça va être des empereurs, ça va être des shoguns, des personnes très importantes, notamment de l'ère Sengoku. Musashi lui-même, il vient d'un milieu assez paysan, donc c'est un samouraï qui n'a pas laissé tant d'informations et du coup, ça laisse à l'auteur la possibilité de créer énormément d'histoires et de péripéties avec lui. Et on se rend compte dès le début que sa vie n'est vraiment pas facile, qu'il doit surmonter les épreuves. Et c'est là peut-être qu'il y a un côté un peu shonen, c'est-à-dire que, vous savez, dans les mangas shonen, le héros va rencontrer un ennemi qu'il ne peut pas battre, et il va s'entraîner, et bien, on va voir tout ce processus d'apprentissage quand Musashi va rencontrer des obstacles auxquels il ne peut pas faire face comme avant. Il va devoir changer, apprendre à devenir une différente personne. Et évidemment, même si ça traite
quand même d'un personnage en particulier. On ressent tout, on respire le samouraï ici, on respire l'ambiance samouraï. Tous les personnages sont à fond sur ce qu'ils font, donc ça fait très très plaisir à voir. Je pense qu'à la fois ce manga est très impressionnant par l'histoire, la force narrative qu'il raconte. Et là, je vous jure, l'un des chapitres de ce manga, beaucoup plus loin dans l'histoire par contre, le chapitre au complet, c'était deux personnes qui se regardent dans les yeux et qui essentiellement, ils se jaugent. Et tout le chapitre arrive à être intense alors que c'est que des jeux de regard entre les deux. Ils font aucun mouvement, ils se jaugent, ils essaient de voir qui est plus fort entre les deux. Et pourtant, l'auteur arrive à rendre ça incroyablement divertissant et intéressant. Franchement, je pense que Vagabond, c'est le genre de manga que tu peux lire et découvrir à n'importe quand, peu importe ce dont tu as envie en ce moment. Je pense que ça y est, Vagabond, c'est un bon choix à essayer de commencer. Voilà, ça c'était le premier titre. Ensuite, on va changer de style quand même drastiquement puisqu'on va parler de shoujo cette fois-ci. On va parler d'un très vieux shoujo même, mais que je suis quand même étonné parce que je pense que les gens de ma génération, même les gens de la génération d'avant, ne connaissent pas, mais pourtant au Japon, il est super connu. Je veux parler de Hanayori Dango. Alors, je sais que, vu comme ça, j'ai pas la tête de quelqu'un qui lit des shoujo, mais j'en lis quand même énormément. Je veux dire, ça reste dans ma passion de lecteur de manga, de lire tout type de manga. Et du coup, parmi toute la gamme des shoujo, bien sûr, il y en a des très connus que j'ai très appréciés. Par exemple, Sakura chasseuse de cartes, c'est super. Shogo Chara, quand j'étais jeune, j'ai vraiment adoré le manga. Ce qui distingue Hanayori Dango, c'est non seulement le fait que ce soit vieux, mais aussi l'audace de l'auteur de rentrer vivre dans le sujet, de jouer avec justement de jouer avec les clichés, mais de les pousser tellement au bout que, voilà, au final, après l'avoir lu, tu te sens quand même très satisfait. C'est une histoire satisfaisante. C'est ça qu'il faut, je pense, en retenir. Donc, je vais vous raconter un peu le synopsis. Alors, globalement, Hanayori Dango raconte l'histoire de Louis, qui est la jeune fille protagoniste, qui vient d'un milieu assez, classe moyenne, qui n'est pas forcément très riche, et qui va aller dans la même université qu'un groupe de garçons, 4 garçons qu'on appelle les F4, qui seront extrêmement populaires et surtout extrêmement arrogants. Ils sont à la fois riches, talentueux, et toute l'école est à leurs pieds, et leur chef va simplement commencer à intimider les autres élèves. J'ai dit université, il me semble que c'est lycée. Je suis désolé, je me suis trompé, c'est une histoire au lycée, pas à l'université. Donc, bref, et du coup, à force de les voir faire, Louis, la protagoniste principale, en a marre et elle leur déclare la guerre globalement pour dire qu'elle va leur enseigner les bonnes manières à force de les rencontrer. Et du coup, ils vont graduellement se côtoyer de jour en jour et ils vont s'affronter, il va y avoir de l'intensité. Mais au final, ce qui arrive, c'est que le chef des F4, celui qui est le plus, le plus sauvage et le plus téméraire de tous, va tomber amoureux de Louis. Et là, du coup, Louis, disons, son style de garçon, c'est plutôt les beaux gosses calmes et gentils et attentionnés. C'est pas du tout les garçons qui sont téméraires, qui foncent dans le tas, et pas qui foncent dans le tas, mais qui sont extrêmement directs avec ce qu'ils veulent. Des garçons qui sont comme des bêtes, au final, des bad boys. Autrement dit, c'est vraiment pas son genre de garçon. Du coup, on se retrouve avec une histoire assez marrante où le chef du F4 va essayer de tout faire pour gagner son cœur à ce moment-là. Et ce qui était à la base une comédie plus ou moins de classe devient une comédie romantique. Et Hanayori Dango a tellement de succès historiquement que ça a été fait en plein de séries TV chinoises, coréennes, japonaises,
D'ailleurs, Hanayori Dango, ça veut dire Boys Over Flowers en anglais, donc je pense que certains connaissent le titre. Il y a des dramas coréens ou japonais qui ont été faits, mais sinon, il y a eu très récemment le super drama chinois sur Netflix qui s'appelle Meteor Garden, qui est aussi une adaptation de Hanayori Dango. Évidemment, à chaque adaptation, il y a des éléments qui changent, mais de toutes les adaptations que j'ai vues, je pense que de loin, le manga est le plus intéressant parce que le manga est le plus mignon et drôle. Le format manga, en fait, pour Hanayori Dango, arrive à capturer ce jeu très innocent entre la fille à tête forte et le bad boy avec un caractère et des sentiments cachés. Alors que les lives ont tendance à rendre ça tellement mature qu'au final, une fois que tu rends les personnages trop matures, le contexte trop mature, le souci c'est que après, vu que c'est tellement cliché, ça a du mal à passer. Donc je vous conseille vraiment le manga. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints par ailleurs. N'hésitez pas à commenter, hein? N'hésitez pas à discuter avec moi. Donnez peut-être vos suggestions de titres, de manga que vous-même vous trouvez moins underrated et que vous voudriez nous partager. Ça me fera plaisir de lire vos commentaires. Donc, next, on va... Ok, là, je vais faire un petit coup de pub en même temps, mais actuellement, on a des coffrets pour ce prochain manga. Ça s'appelle Übelblatt. Ah là là, voilà. Übelblatt, qui en allemand veut dire l'âme maléfique. Alors, pour ceux qui aiment Berserk, Übelblatt, c'est plus ou moins son successeur, son petit frère, on va dire, parce que Übelblatt et Berserk, c'est les deux mangas Dark Fantasy les mieux connus. Et Übelblatt a un contexte qui se démarque assez de Berserk pour être intéressant. C'est-à-dire que là où Berserk nous raconte des aventures un peu à la The Witcher, où il y a un protagoniste très fort qui se balade partout, ici, Übelblatt, c'est une histoire de vengeance. Alors, globalement, il y a de cela presque une décennie, le héros Ashrit, qui est le plus puissant épéiste de l'Empire, est allé avec une groupe d'autres guerriers pour essayer de vaincre une armée du mal à l'extérieur du territoire de l'Empire. À ce moment-là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a 7 d'entre eux, 7 guerriers dans le groupe qui ont décidé d'abandonner en plein milieu. Et du coup, au final, c'est Ashrit et 3 autres compagnons, donc les 4, qui vont aller accomplir la mission et vaincre l'Empire du Mal. Sauf que sur le chemin du retour, ces 4 héros vont se faire trahir et vont se faire massacrer. Et ce sera les 7 guerriers qui aura abandonné en plein milieu de la mission qui va rentrer à l'Empire et se récolter tous les mérites. Plusieurs décennies plus tard, on retrouve ces 7 guerriers, chacun à la tête d'une région différente de l'Empire. Et l'histoire officielle raconte que Ashrit et les 3 autres héros qui ont réellement sauvé l'Empire, ce sont des traîtres. Globalement, leur nom a été entièrement sali par l'histoire écrite. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'au début du manga, Ashrit ressuscite et adopte un nouveau nom, Quenzel. Et en fait, il devient comme ça, donc un peu une forme un peu elfique. Et il revient dans l'Empire, et du coup, personne ne peut le reconnaître. Et du coup, aussi, ça fait très longtemps. Et sa mission, globalement, c'est de se venger des 7 héros et de les tuer un par un. Sauf que pendant ce temps, ces 7 héros, malgré tout, il y en a qui ont quand même fait un bon boulot de régner sur leur territoire et qui se sont montrés juste envers le peuple. Du coup, il y a énormément de questions éthiques qui seront relevées plus tard par la nature de sa vengeance. Et évidemment, sa quête de vengeance fait en sorte qu'il sera connu ensuite comme étant le tueur de héros, parce que ces 7 guerriers sont connus comme les 7 héros de l'Empire. Et du coup, c'est l'histoire globalement du tueur de héros qui va tenter à chaque fois de traverser les rangs, de s'approcher le plus possible des
des héros de l'Empire et de les assassiner. Et bien sûr, à chaque fois, ces héros se sont entourés de différents personnages puissants et mystérieux. Et en plus, ils vont avoir certains pouvoirs à eux et certaines situations qui feront que le défi pour les assassiner, ce ne sera pas le même. Voilà. Et du coup, pour la promotion, on a actuellement chez les librairies Otaku des promotions de 3 tomes pour le prix de 2. Donc les 3 premiers. Il y a à peu près un peu moins que 30 tomes en tout. Et chaque tome, si vous regardez là, c'est quand même énormément de contenu. C'est des grosses pages. Si vous comparez avec un autre manga, vous allez voir que c'est un peu plus gros les pages. Donc c'est vraiment très beau à voir. Évidemment, je le conseille surtout à ceux qui ont au moins 16 ans et plus, parce que les thèmes peuvent quand même être assez choquants. Je veux dire, on parle quand même de monstruosité, de meurtre, mais aussi de thèmes très adultes. Voilà. 3e titre présenté. Maintenant, on va encore une fois changer de mood, carrément. Je vais lire un commentaire que vous m'avez laissé. Un des mangas que je considère sous-coté est Goodbye My Rose Garden du Yuri. Ah, ben, ça me semble très intéressant. Du coup, Goodbye My Rose Garden, malheureusement, je ne le connais pas du tout. Mais oui, je pense que les Yuri qui sont plus vieux ont tendance à être moins soft. C'est-à-dire qu'on va traiter le sujet du Yuri comme étant... ça va être du Yuri avec des thèmes assez sombres en général, assez adultes, assez matures. Alors que maintenant, si on regarde les titres Yuri maintenant comme Citrus, ben, ça a un côté très mignon qui est vraiment très différent du Yuri d'avant. Du Yuri d'avant, j'entends par exemple Utena ou bien Kanazuki no Miko, que vous connaissez probablement plus en animé qu'en manga, parce que Kanazuki no Miko, je pense qu'en manga, il n'y a qu'en japonais. Utena aussi, du coup, c'est plus en animé que les gens le connaissent en général. Bref, je ferme la parenthèse et on va enchaîner avec notre 4e titre. Isabella Bird, femme exploratrice. Bon, il faut savoir que c'est un titre traduit. En japonais, ça s'appelle Fushigi no Kuni no Bird. Globalement, en japonais, le titre original veut dire Bird au pays étrange. Globalement. Alors, l'histoire, en fait, il faut savoir que Isabella Bird, c'est une exploratrice qui a réellement existé. Donc, c'est un personnage historique qui a en effet été au Japon. Et en fait, l'histoire raconte son voyage au Japon à partir de Tokyo jusqu'à Hokkaido, donc dans l'est du Japon, pour découvrir et enregistrer les différentes facettes de la culture japonaise rurale de cette époque. Globalement, c'est une historienne. Mais aussi, il faut savoir que ce manga, pourquoi il est particulier pour moi, c'est que moi, j'ai vécu 1 an au Japon et quand tu vis quand même assez longtemps au Japon et que tu voyages au Japon, tu te rends compte que voyager dans les zones un peu rurales, dans le countryside du Japon, loin de Tokyo, c'est en fait beaucoup mieux que rester à Tokyo et vivre la grande ville. Il y a un sentiment tellement différent, il y a un sentiment de découverte et aussi d'émerveillement qu'au début, vous allez avoir à Tokyo, mais vous allez vite vous rendre compte que Tokyo, voilà, New York, Los Angeles, les grandes villes, c'est très similaire. Et qu'à partir du moment où vous sortez de Tokyo et que vous allez dans les coins plus reculés, vous allez vous rendre compte de découvrir un pays totalement différent dans le Japon. Et c'est ça que Isabella Bird arrive à vraiment bien mettre en scène. Je veux parler du manga, évidemment pas du personnage historique. C'est qu'à chaque découverte, on est vraiment dans la peau de l'étrangère qu'elle est, à voir et à trouver ça à la fois fascinant, un peu étrange et vraiment intéressant, la vie et la culture rurale de cette époque.
Partout où ils vont passer, ils vont apprendre des nouvelles choses, genre les techniques japonaises ancestrales pour fabriquer du papier, comment les Japonais éteignaient des feux, quelles sont les maladies et les risques d'insectes et comment les gens géraient ceci. Et elle sera accompagnée aussi de Ito, qui sera son interprète et qui va lui expliquer justement toutes ces facettes de la culture japonaise. Du coup, toutes ces réponses nous sont données. Il n'y a pas de mystère à vraiment résoudre de nous-mêmes. C'est vraiment comme si vous visitiez le Japon d'antan, au final. Et ça, le côté interprète, c'est vraiment cool si vous allez au Japon et que vous faites des amis japonais et qu'ils acceptent de voyager avec vous dans des régions rurales. Vraiment, je pense que c'est le top en termes d'expérience parce que du coup, vous avez quelqu'un qui comprend et qui peut vous expliquer tout et qui, en même temps, aura le même plaisir que vous à découvrir mais son propre pays. Parce que les Japonais, malheureusement, ils ne voyagent pas autant qu'on peut le penser dans leur propre pays, alors que c'est un pays magnifique. Voilà, certaines fois à cause de raisons financières, autrefois par manque d'opportunités, mais généralement, ils ne vont pas voyager très très souvent dans leur vie. Du coup, découvrir le Japon avec ce manga, vraiment, c'est top. Il y a des choses qui sont restées jusqu'à comme aujourd'hui, mais la plupart des choses ont changé, donc c'est vraiment une autre époque qu'on découvre. Voilà. Et je pense que vraiment, c'est le genre de manga qui est difficile à classer parce qu'en même temps, il n'est pas forcément historique dans le style... il n'appartient pas à une époque en particulier. On n'y ressent pas une époque au Japon en particulier. On ressent... Parce que si vous étudiez l'histoire du Japon, par exemple, vous allez surtout comprendre les différences dans la métropole, les différences dans le gouvernement. Mais là, ici, on est vraiment perdu. On n'a aucun repère, ou presque aucun repère, en fait. Même si vous avez étudié l'histoire du Japon, vous êtes juste perdu dans ce pays. Et c'est là que je trouve que son titre originel, Le pays étrange, fait tout son sens parce qu'au final, on y découvre des choses inattendues. C'est toujours des découvertes que vous ne pouvez pas vous imaginer d'avance. Donc, ça, c'est un pur plaisir. Ensuite, s'il y en a parmi vous qui sont des fans de films d'espions et de gadgets, alors là, le prochain, je pense que ça vaut vraiment la peine que vous y jetez un bon coup d'œil. Je vous présente Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Alors ça, j'adore ce manga parce qu'il a été traduit en français très très tôt. Du coup, vous avez tous les tomes disponibles. C'est un manga achevé actuellement. Alors, l'histoire, globalement, c'est que Haruka, la fille ici en blond, elle a le pouvoir de lire dans l'avenir. Alors, il faut savoir que dans cet univers, en fait, il n'y a pas de super pouvoir. Okay? Elle est la seule exception à la règle. Tous les autres, il n'y a rien de surnaturel, il n'y a rien de... C'est pas des super pouvoirs à la Naruto ou à la Hunter x Hunter. Tous les autres sont des trucs plus ou moins réalistes. Il y a de la technologie qui est un peu poussée, mais elle est la seule à avoir ce pouvoir de voir dans l'avenir, d'avoir des visions, de voir dans l'avenir. Et du coup, les organisations criminelles et militaires du monde entier veulent mettre la main dessus. Et c'est alors qu'elle s'enfuit un jour et tombe sur le chemin de ce gars-là, Mamoru, qui est une sorte de... un peu une racaille, mais en même temps, il est plus vieux qu'elle. Et du coup, en fait, il va d'abord la protéger et c'est là qu'ils vont sceller leur contrat que Mamoru devra la protéger jusqu'à ce que la mort les sépare. Évidemment, c'est à la fois une promesse qui se veut romantique, bien que la romance n'est pas... je veux dire, c'est pas tellement présent, la romance. Ils ont une relation très, très grand frère, petite sœur, très père et fille, plus que de romance. Mais vu les personnages, je pense que je veux dire, ça passe bien quand même, ça passe bien. Parce que Mamoru aussi, c'est un personnage qui est à la fois bad boy, dans le sens où c'est un anti-héros, donc ça ne l'intéresse pas de sauver le monde, ça ne l'intéresse pas de faire le bien,
Ça l'intéresse juste d'accomplir sa mission et d'avoir sa part de gain. Et à la fois, tous les deux vont se retrouver du coup pourchassés par des organisations criminelles les plus dangereuses du monde. Et c'est là qu'arrive le point le plus cool du manga, selon moi, c'est les affrontements. Parce que les combats dans ce manga, ce ne sont pas des combats shonen, ce sont des combats très sanglants entre technique et technologie. Ce que je veux dire par là, c'est que tous les personnages vont avoir des armes particulières. Par exemple, Mamoru, lui, il est aveugle de base, aussi, il faut savoir ça. Donc, ses lunettes lui permettent de plus ou moins voir un peu les choses, mais il voit globalement en sorte de vision nocturne, infrarouge. Il ne voit pas réellement tout. Et il utilise une lame ici à la manière d'un samouraï, qui est probablement la lame la plus coupante que vous aurez vue dans un manga moderne, parce que sa lame, elle coupe vraiment tout. Et du coup, on a vraiment des affrontements entre des assassins de haut niveau qui ont des armes cachées, genre des trucs complètement fous, du genre par exemple, il y en a qui sont capables de tirer des fusils d'une telle manière que à bout portant, c'est extrêmement difficile à contrer. Il y en a d'autres qui vont lancer des shurikens transparents parce que c'est des shurikens faits en verre coupant. Du coup, tu ne les vois pas arriver. Tu as vraiment tout un panoplie de choses, de techniques d'assassinat bizarres qui vont se retrouver là-dedans. Dans le tome 4 ou 5, il me semble, il y a même un ennemi qui, au début, se présente comme un ennemi capable de tuer de façon sans qu'on puisse le voir arriver. Du coup, il y a un mystère autour de comment cet ennemi fait, parce que l'univers nous plonge vraiment dans un genre très réaliste au final, dans un genre où il n'y a pas de super pouvoir, tout fait du sens, soit de la technologie, soit des techniques. Donc du coup, il y a tellement de découvertes, et tous les personnages qu'on rencontre, tous les ennemis qu'on affronte sont intéressants, ils sont cool, et je pense juste pour ça, ça vaut vraiment la peine de lire ce manga pour le côté action, mais aussi la relation entre Haruka et Mamoru évolue avec le temps, et je pense que vraiment, c'est des personnages qui sont difficiles à ne pas aimer. Je les trouve très attachants personnellement, donc voilà. Ok, on a déjà fait la moitié du podium. Maintenant, on va... Ok. Pour ceux qui vont aimer plutôt un style suspense, celui-là, il est franchement parfait pour vous. Et je l'ai appelé Time Shadows. Alors, Time Shadows, c'est un manga qui est encore en cours de parution en français. En japonais, il est terminé. Et actuellement, on a le super offre de 2 tomes pour le prix d'un. Donc voilà, les 2 premiers tomes, vous en achetez un, le deuxième vous est offert. Alors, Time Shadows. Quand vous parlez de cette histoire, parce que Time Shadows, au final, c'est une histoire de mystère et de suspense, à la fois un peu creepy. Donc, un peu à la Re:Zero, on parle d'un héros qui, à chaque fois qu'il meurt, va revenir dans le temps et se réveiller dans le passé. Maintenant, là où c'est vraiment intéressant, c'est que ce héros va rentrer, le héros, lui, va rentrer... Shunpei, d'ailleurs, son nom, il me semble. Il va rentrer dans son village natal parce que son amie, elle, est déclarée décédée. Maintenant, le truc, c'est qu'il va rentrer et il va se rendre compte que ses amis d'enfance sont tous là. Et c'est là que la petite sœur de son amie d'enfance, donc elle, va lui dire que elle a vu des doubles d'elle-même, des sortes de doppelgangers et de sa sœur dans le village natal. Et c'est là qu'au début, il ne va pas la croire, mais finalement, après quelques chapitres, il va voir lui-même le double de la jeune fille, et le double de la jeune fille va tuer la vraie pour prendre sa place par la suite. Et c'est là qu'il va se rendre compte que dans toute
dans tout le village, en fait, il y a des doppelgangers qu'on appelle des shadows qui, de façon discrète, tuent les vrais humains et prennent leur place un par un. Et c'est là qu'ils retournent dans le passé et ils se rendent compte, oh là là, ouais, il y a un truc qui pas net. Et du coup, il essaie d'arrêter ce qui se passe, mais à chaque fois, il découvre de plus en plus qui sont les shadows, qui ne sont pas. Et c'est là que ça devient de plus en plus flippant, ça donne des frissons dans le dos et on découvre de plus en plus qui sont les shadows, quel est leur objectif. Il y a toute une science qui est installée autour de ça et de révélation en révélation, le héros va simplement essayer de retourner dans le passé et sauver le plus de vies possible. Voilà. Pour ceux qui aiment vraiment le style mystère, je vous le conseille, c'est absolument génial. Time Shadows, c'est un trésor national. Ok, next. Ce sera le dernier Yuri de ma liste, cette fois-ci. Je vais vous parler un peu du contexte dans lequel je l'ai connu et pourquoi je pense qu'il vaut vraiment la peine d'avoir un coup d'œil, mais c'est probablement un titre que la plupart d'entre vous connaissez déjà. J'ai appelé Vampire Knight Memories. Alors, faut savoir que Vampire Knight, ça fait partie de certains mangas avec Sakura chasseuse de cartes qui a popularisé énormément le style du shoujo. Avant ça, les shoujo, c'était essentiellement des histoires vie réelle, des histoires de romance au lycée de vie réelle. C'était pas un genre vraiment qui pouvait faire de la compétition à un autre genre. Il y avait des genres beaucoup plus connus. C'était un genre qui s'est établi et qui s'est sémenté seulement à cause de gros titres comme Vampire Knight. Vampire Knight, ce que ça a créé, c'est ça a poussé le style du shoujo sur cette vague, en fait, de vampires, de surnaturels, de démons et de toutes ces créatures qui, au final, se mêlent à l'idée de romance. Et c'est là qu'on se retrouve avec une panoplie de titres de shoujo surnaturels. Évidemment, Vampire Knight ne représente pas la plupart de ces shoujo. Vampire Knight, ce que je lui trouve, c'est aussi que Vampire Knight, c'est très différent du genre des autres, des futurs sites qui vont venir. Déjà, le style de dessin de l'auteur est absolument génial. Ensuite, triangle amoureux. Mais ce dont je me suis rendu compte, c'est que la plupart des gens, ils n'ont pas vraiment connu la fin de Vampire Knight. Ils ont commencé, ils n'ont pas connu la fin. Et du coup, ils ne savent pas que Vampire Knight Memories, c'est la suite. Mais le truc, c'est que pour ne pas spoiler, voilà, je ne vais pas pouvoir raconter trop sur l'histoire de Vampire Knight Memories, mais je vais vous expliquer pourquoi je trouve que Vampire Knight est génial. Bon, d'abord, Vampire Knight, c'est quelque chose que j'ai connu avant Twilight, en comparaison, parce que Twilight, je pense que c'est l'œuvre de vampire la plus connue de notre époque aux États-Unis. Et les deux ont un contexte similaire de triangle amoureux au début avec une fille au lycée. Maintenant, là où ça change, c'est que Vampire Knight nous offre un univers qui est absolument incroyablement riche. D'ailleurs, pour ceux qui ont vu seulement l'animé, lisez le manga, franchement, parce que le manga nous met à travers des conflits entre vampires et humains qui sont tellement profonds. Le personnage de Kaname, on apprend tellement plus sur lui et sur pourquoi il est aussi cool comme personnage. Et en fait, si vous voulez, Vampire Knight, c'est probablement le manga sur les vampires qui développe le concept du vampire le plus loin que j'ai connu. Et je dis ça en connaissance de cause, sachant que je connais d'autres titres très connus comme Nosferatu et Hellsing, bien sûr. Le truc, c'est que Vampire Knight crée tout un univers, toute une cohérence philosophique avec les vampires qui, à la fois, sont immortels et bien plus puissants que les humains, donc ils se sentent supérieurs. Mais à la fois, on sent que les humains sont là pour rester et les vampires sont là pour être une minorité. On sent que les humains, du côté des chasseurs, dans ce conflit vampire contre chasseurs de vampires, on sent que peu importe combien de chasseurs de vampires va mourir, il va toujours avoir d'autres humains. Alors qu'au côté des vampires,
alors que ce sont eux qui sont supposés être immortels, chaque perte de vampire, surtout les vampires sang pur, semble irréparable et permanent, semble affaiblir de façon permanente la race des vampires. Et il y a tout... C'est vraiment très intéressant de voir ce contraste entre humains et vampires, où là où humains, nous sommes mortels, certes, mais en tant que race, nous avons bien plus de chances de continuer à exister que les vampires eux-mêmes. Et toutes ces questions sont amenées justement via le personnage de Kaname et le personnage de Yuki, mais également par le personnage de Zero. Et aussi la fin de Vampire Knight. Vous savez, la plupart du temps, quand on parle de triangle amoureux, par exemple à la Fruit Basket, ben, la héroïne finit avec un garçon et l'autre garçon va se trouver une autre fille. Dans ce cas-ci, dans le cas de Vampire Knight, la fin du manga, pour moi, elle est vraiment audacieuse et c'est ça qui mène ensuite à Vampire Knight Memories, qui est essentiellement les descendants de Yuki, le personnage principal de Vampire Knight. Et c'est je pense, une fin que j'ai pas vu nulle part ailleurs dans les autres shoujo de harem inversé. Voilà, donc vraiment... Ok, on tombe dans 3 derniers titres. Alors, d'abord, je vais parler de Kingdom. Alors, ce manga, mon plus gros compliment que je peux lui faire, c'est de dire que c'est un manga qui a tous les codes pour devenir un des géants du style shonen et qui arrive constamment. À chaque année, il se retrouve dans les top 10 de vente au Japon. Et pourtant, il n'est pas publié dans le Shonen Jump. C'est-à-dire que le Jump, c'est lui qui vous a offert les plus gros titres de shonen que vous connaissez: Dragon Ball, One Piece, Naruto, Hunter x Hunter, Bleach. Il y a quelques exceptions de mangas populaires shonen qui ne sont pas dans le Jump, du genre Full Metal Alchemist, Soul Eater ou Fairy Tail. Mais la plupart des gros titres sont dans le Jump. Et dans le cas de Kingdom, il n'est pas du tout dans le Jump, et pourtant il arrive à rivaliser avec les plus gros titres constamment en termes de vente, notamment aussi grâce à sa communauté de fans très très dédiée. C'est pareil avec Berserk d'ailleurs. Berserk a aussi une communauté de fans extrêmement dédiée. Et c'est ça qui rend le truc très cool, je pense. C'est que si vous connaissez Kingdom, vous faites partie d'une sorte d'élite des otaku, on va dire, qui ont su apprécier cette œuvre. Alors, Kingdom, c'est vraiment un manga qui commence à être quand même pas mal long. On parle de 60 volumes quand même, donc c'est un manga vraiment où l'histoire, elle est très 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 longue. L'histoire commence à l'époque des royaumes guerriers en Chine, à l'époque où la Chine, ça n'existait pas encore. C'est-à-dire que les peuples chinois, ça a toujours été plusieurs royaumes en guerre. Et c'est là qu'arrive le personnage de Heisei, qui est un roi d'un des 7 pays en Chine et qui a une ambition. Pour lui, les guerres sont créées par le fait d'avoir des frontières entre les pays, et il veut donc unifier la Chine, donc les terres du milieu, pour créer un empire uni, pour faire cesser les conflits une fois pour toutes. Et au début du manga, on se retrouve avec ce personnage-ci, le personnage principal, Shin, qui est un guerrier dont on ne connaît rien historiquement. En fait, on connaît ses exploits plus tard, mais on connaît absolument rien sur son passé. Et c'est là que Shin et Heisei vont s'allier dans cette quête justement d'unification de la Chine. Ils vont rencontrer des généraux qui vont leur apprendre des choses. Et Kingdom se passe presque constamment sur des champs de bataille, presque constamment on est dans des situations de conflit, presque constamment il y a de l'action, et tu vois des gens réalistes qui s'adaptent en fait aux situations de façon réaliste, parce qu'il n'y a pas de super pouvoir encore une fois, c'est de l'historique principalement, et les batailles sont vraiment intenses, contrairement au manga shonen où les batailles vont être jouées dans des arcs précis, par exemple Marineford dans One Piece. Ici, on parle vraiment des batailles du début jusqu'à la fin, en suivant
le point de vue de Shin, qui est un soldat d'infanterie au début et qui monte en grade petit à petit. Et on le suit sur son quotidien, sur les champs de bataille. On se rend compte, en fait, de combien de temps ça prenait, les batailles de cette époque. Ça pouvait prendre des semaines, prendre une cité. Il y avait des massacres complets qui se faisaient. Tout ça offre une saveur historique et aussi, on découvre constamment des nouveaux personnages qui ont des nouveaux atouts dans cette époque qui les rendent d'autant plus intéressants. Et évidemment, toute cette rivalité entre les royaumes qui nous est jouée un peu, je dirais pas à la Game of Thrones, parce que Game of Thrones, c'est surtout des coups de poignard dans le dos. Là, c'est vraiment, pour le coup, oui, il y a des coups de traître, mais ça se joue sur des batailles avec des armées de 10 000. Là. Donc, c'est pas du tout le même style. Mais Kingdom nous offre vraiment une histoire où les personnages sont très façon shonen, donc il y a de la saveur. Mon conseil personnel, c'est de venir les lire au Manga Lounge, parce qu'on a disponible en lecture sur place, et de commencer à les découvrir comme ça. Et si vous accrochez bien, ben, faites-vous votre propre collection. Hein. Regardez, le titre, il est en doré, c'est tellement beau. Et dernier argument pour ceux qui regardent l'anime, ben, dites-vous que le roi Heisei, son seiyuu japonais, c'est le même qui fait la voix de Lelouch dans Code Geass. Et le seiyuu de Shin, c'est le même qui fait Ichigo Kurosaki dans Bleach. Donc, on a quand même deux seiyuu plutôt populaires qui s'allient ensemble. Désolé du coup. Kingdom n'est-il pas un seinen? Non, pas du tout, c'est un shonen. On catégorise comme étant seinen les mangas qui ont des codes plus matures, plus destinés à un adulte, dont c'est vraiment une question de public cible. C'est-à-dire que on vise un public cible avec chaque vente de manga et il y a certains mangas où le ton est tellement mature, où les personnages principaux, ben, c'est des anti-héros qui s'en foutent du monde. Par exemple, Berserk, c'est totalement un seinen. Parce que justement, les personnages requièrent une certaine maturité pour comprendre. Ils requièrent une certaine compréhension des zones grises, que tout n'est pas noir ou blanc. Alors que dans Kingdom, si vous voulez, bon, déjà, pour moi en tout cas, ça a totalement tous les codes du shonen. C'est un héros qui progresse au début, il part très très jeune et il finit, on le voit grandir avec le changement de style artistique, comment il est dessiné, c'est différent après certains arcs. Et aussi le ton, il est quand même relativement simple. Le ton, je veux dire, les dilemmes moraux dans Kingdom ne sont pas extrêmement compliqués à comprendre. Ce sont des dilemmes moraux vraiment de... Certes, on fait la guerre, mais c'est pour des buts totalement purs. On ne retrouve pas énormément de personnages dans Kingdom qui sont du genre... qui sont du genre difficiles à comprendre réellement et qui prennent beaucoup de compréhension de ce que c'est, les désirs cachés des gens, les perversions de l'esprit humain pour comprendre. On est loin d'être un manga du genre 20th Century Boys, par exemple. Donc, je vais aussi lire s'il y a d'autres commentaires. Désolé, je suis passé à côté de tellement de commentaires. Bon, nos deux derniers de la soirée. Je pense que je vais commencer par le plus gore. En fait, c'est de loin le plus malsain de tout du top 10. Et je dis malsain comme étant un compliment parce que c'est un chef-d'œuvre. L'auteur qui a fait ça est un pur génie pour moi. Il s'agit de Killing Stalking. Alors, en fait, c'est un webtoon coréen, mais voilà, en japonais, Killing Stalking. Voilà. Donc,
Killing Stalking. Beaucoup d'entre vous, je pense, en auraient peut-être entendu parler ou l'auraient déjà lu sur Internet parce que c'est un webtoon, donc forcément, il est disponible. Mais le tenir entre les mains, vraiment en grande édition avec des grosses images, ça fait très plaisir. Alors, comment vous dire? Ça a des allures de yaoi, mais c'est pas du yaoi. Ok? C'est-à-dire que oui, à la fois, il y a des sujets très adultes, mais en même temps, c'est une histoire que je pense ceux qui n'aiment pas le yaoi peuvent tout à fait apprécier parce que c'est pas une histoire qui se veut romantique. Mais globalement, en fait, c'est que globalement, donc, le personnage principal s'appelle Boom Yoon. Je suis désolé si je suis en train de massacrer le nom parce que autant je sais comment prononcer le japonais, autant le coréen, c'est pas quelque chose que je connais bien. Donc on va l'appeler Yoon. Je l'ai lu, mais le truc c'est que voilà, les noms des personnages sont pas cités tant souvent que ça. En fait, si le deuxième personnage principal, il est quand même très souvent cité, donc ouais. Voilà, donc les deux personnages principaux, c'est Yoon et Sang-woo. Alors, comment vous dire? Sang-woo, c'est le gars beau gosse, grand, bien taillé, que tout le monde apprécie, il est souriant, tout le monde l'aime comme un soleil. Et Yoon, c'est le gars un peu introverti, un peu rejeté, un peu creepy, on va dire, même un peu isolé. Et c'est là où le titre va prendre tout son sens. C'est-à-dire que Yoon va stalker Sang-woo. Il est secrètement amoureux de Sang-woo. Et du coup, il va le stalker jusqu'à le suivre chez lui. Et il va même se permettre d'entrer. Et c'est là que son erreur lui sera fatale. Parce qu'en entrant dans la maison du beau Sang-woo, eh bien, il va tomber sur son sous-sol où il y gardait, il y séquestrait une fille. Une fille qui finira par tuer d'ailleurs. Et en fait, en le retrouvant chez lui, entré par infraction chez lui, Sang-woo va le séquestrer lui aussi. Mais cette fois-ci, pour certaines raisons, Sang-woo ne va pas tuer Yoon, contrairement à ses précédentes victimes. Et c'est là que va commencer leur petit jeu de kidnappeur à victime, où ils vont justement commencer à avoir une relation. On est parfois sur du syndrome de Stockholm, parfois sur presque de l'horreur, digne d'un film de slasher par exemple. Parce que vraiment, comprendre Sang-woo comme personnage, c'est extrêmement difficile. C'est un personnage très mystérieux. Et de fil en aiguille, on ressent toutes les tensions entre les deux personnages, la peur que ressent Yoon, mais à la fois son attirance, à la fois son désir, à la fois ses faiblesses face à la tentation. Donc il y a tout un tas de sujets qui font en sorte que ces deux personnages, on se rend compte après un certain nombre de chapitres que ces deux personnages sont tout aussi intéressants l'un que l'autre, et c'est justement le contraire de ce que je disais sur Kingdom. Là, c'est vraiment deux personnages qui sont vraiment dans des situations où ils ont une certaine perversion, ils ont un esprit qui est un peu plus tordu que la normale, et du coup, c'est vraiment leur histoire qui va prendre. Et du coup, Sang-woo, lui aussi, il va faire en sorte d'éviter que Yoon s'échappe secrètement pendant que lui, il sort parce qu'il ne peut pas rester à la maison tout le temps. Et du coup, de plus en plus, il va avoir des jeux. Au début, Yoon va vraiment tenter de s'enfuir le plus possible. Du coup, il y aura de la tension vraiment intéressante, mais plus tard, leur relation évolue et comment cette histoire peut bien finir? Comment est-ce qu'une histoire comme ça peut bien finir, dites-vous? Ben, elle ne peut pas bien finir. Et c'est ça le truc. Donc, je vous conseille fortement de découvrir la suite par vous-même et de lire et de voir comment une histoire aussi barge peut réellement finir au final. Donc voilà, je vais lire les commentaires.
Du coup, Louison, tu m'as dit... Ouais, clairement, ça ne... Ouais, non, clairement, c'est pas... On est... Déjà que les histoires... Genre, il y a des shonen beaucoup moins malsains qui finissent quand même mal pour les personnages principaux. Là, voilà, c'est même pas des... Parce que même Yoon, je ne peux pas dire que c'est une bonne personne, parce qu'au final, dès le début, tu le vois stalker un autre type et entrer par infraction. Donc, clairement, c'est un mec avec la morale un peu douteuse. Du coup, dès le début, tu ressens que les deux c'est pas des anges. Du coup, c'est une histoire où tu as envie de découvrir la fin, mais je pense pas qu'on se sent vraiment mal ou triste pour aucun des deux personnages quand on voit leur vie et leur propre souffrance. Je pense que c'est vraiment la curiosité qui est peut-être malsaine d'ailleurs, mais qui est totalement naturelle. Je veux dire, qui n'est pas curieux de voir un truc un peu tordu dans une histoire? Qui n'est pas curieux? Je veux dire, c'est naturel. Mais en même temps, l'auteur joue tellement bien avec ta curiosité. C'est pour ça que je dis que c'est du pur génie, parce que les webtoons de haute qualité comme ça, il n'y en a pas des millions. Des webtoons acceptables, il y en a plein, mais des aussi bonnes qualités que Killing Stalking, il n'y en a pas des millions. Voilà, et là, on va conclure avec le dernier titre. Le titre qui, ironiquement, j'ai le plus étudié, parce que c'est le titre que j'ai trouvé le plus intéressant à étudier de façon académique. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont restés aussi longtemps, merci vraiment d'être resté à écouter mes descriptions de ces mangas. Ça me fait vraiment plaisir que vous soyez là et qu'on puisse discuter. D'autres... sinon, parmi d'autres webtoons de qualité que je connais, il y a par exemple Sweet Home qui a été adapté récemment en série Netflix, si vous voulez. Sinon, il y a... moi, personnellement, il y a un webtoon que j'apprécie particulièrement qui s'appelle The Abandoned Empress. Mais je vous en parlerai peut-être une autre fois. Peut-être on fera un live dédié au webtoon et là, je vous en parlerai énormément. Mais pour l'instant... Pour l'instant, on va passer au dernier titre. C'est vraiment, je pense, le titre le plus impressionnant en termes d'originalité ici. J'ai seulement le livre en anglais pour l'instant, mais il existe en français aussi. C'est Good Night Pon Pon, ou bien en français, Bonne Nuit Pon Pon. Alors, Bonne Nuit Pon Pon, qu'est-ce que ça raconte? Ce truc, c'est pour quelqu'un qui aime bien fouiller et comprendre. Ce truc, c'est de l'or en barre. OK. C'est déjà un peu connu, mais je pense pas qu'il soit aussi connu qu'il mérite. Mais globalement, Bonne Nuit Pon Pon raconte les aventures d'un jeune garçon qu'on appelle Pon Pon sous son propre point de vue, en fait. C'est-à-dire que le monde est montré parfois avec des exagérations de telle sorte que c'est un enfant, donc forcément il voit les choses comme ça. Par exemple, une fois, il va à l'école, et à l'école, on voit dans le manga, c'est pas forcément sous ses yeux à lui, mais on voit dans le manga à l'école le directeur de l'école et le sous-directeur de l'école qui jouent à cache-cache. Et qui se décide à soudainement jouer à cache-cache en faisant des visages d'amusement qui sont tellement pas naturels. Alors, quelqu'un qui analyserait ça et qui regarderait ça de façon trop analytique, il se dirait c'est une critique envers la société, envers le fait que les directeurs dans les écoles ils foutent rien, etc. Mais ce n'est pas du tout là l'intention de l'auteur. Ici, l'idée c'est vraiment que les directeurs, on voit le directeur et le sous-directeur jouer à cache-cache. Pourquoi? Parce que c'est du point de vue de Pon Pon. Pon Pon, il ne comprend... C'est un enfant de, genre, je pense, 6 ans ou quelque chose comme ça. Il ne comprend pas le travail d'un directeur. Donc, il ne peut pas s'imaginer dans sa tête que le directeur
est assis à son bureau en train de traiter des dossiers toute la journée. Donc, forcément, il va s'imaginer que le directeur fait des trucs que lui, il peut comprendre. Donc, et c'est là tout le génie de la subtilité du truc. C'est qu'on nage constamment entre les choses que, à la fois, Pon-Pon, ce qu'il va voir de ses propres yeux, ce qui va se passer devant lui, on sait que c'est des choses réelles qui sont réellement en train de se passer telles quelles, et à la fois ce qui se passe ailleurs où il n'est pas, c'est souvent du ridicule parce que c'est justement tiré de son imaginaire du point de vue d'un jeune homme. Ensuite, il faut savoir que Pon-Pon lui-même et toute sa famille sont dessinés comme étant des oiseaux. Alors là, je vais essayer de vous trouver des exemples, mais on va essayer de trouver des exemples. Mais voilà, ok. Voilà. Pon-Pon, il est dessiné comme ça dans le manga, alors que tout le reste des personnages, ben, ils sont normaux. L'idée ici, je pense que c'est un style artistique expérimental que l'auteur a voulu essayer. Parce que, bon, quand vous demandez à un enfant de dessiner lui et sa famille, généralement, ça donne des dessins un peu simplistes, un peu même cartoonesques. Et c'est ça qui va faire en sorte qu'on reconnaît qui est de la famille de Pon-Pon, en fait. Très facilement. Tous ceux qui sont dessinés de façon à ressembler à cette espèce de fantôme oiseau, ben, va être relié à Pon-Pon d'une façon ou d'une autre. Évidemment, son enfance n'a rien de simple. Et j'entends vraiment que dès le début, il est dans une situation familiale très, très difficile et il va devoir vivre avec son oncle. Mais une fois qu'il commence à vivre avec son oncle, les choses se calment un peu et il découvre la vie petit à petit. Il découvre les choses sous les yeux innocents d'un enfant, alors que parfois, ce sont des choses vraiment horribles qui se passent. Et tout ça fait en sorte que Bonne Nuit Pon-Pon, certes, c'est sous les yeux d'un enfant, mais c'est tellement psychologique, c'est tellement de réflexion que c'est pas forcément, c'est clairement pas destiné aux enfants, c'est clairement destiné à un public au moins adulte qui est capable de comprendre ces choses, mais qui a envie de lire une histoire avec des saveurs nouvelles. Donc, vraiment, Bonne Nuit Pon-Pon, c'est un truc. Aussi, il y a tellement de choses qui... tellement de choses qui, comment dire, qui tournent autour du ridicule, mais en même temps de la découverte, qu'ils arrivent à rendre une situation de vie qui est un peu plus qu'ordinaire, certes, mais ça reste une vie normale, vous voyez, mais ils arrivent à rendre cette vie super intéressante et rendre les aventures de Pon-Pon absolument incroyables. À chaque fois, on découvre des nouveaux aspects de sa vie, on le suit à travers la puberté, on le suit à travers la découverte de plein de choses. Et voilà, je pense que Bonne Nuit Pon-Pon, c'est un manga légendaire, c'est un manga unique, il n'y en a pas deux comme ça. Donc, je vous le conseille vraiment. Voilà, donc maintenant, on a fait notre top 10. Il est temps d'assigner les médailles. Du coup, vous pouvez enregistrer vos votes si vous voulez soutenir certains des titres pour les monter dans le classement. Donc, dites-moi quels titres vous ont paru les plus intéressants, tout simplement en commentaire. Et je vais en tenir compte. Et on va faire un petit podium de médailles de bronze, médailles d'argent et médailles d'or pour qu'on puisse choisir ensemble un manga, ben, les trois mangas qui vous semblent meilleurs au final. Donc, allez-y, j'attends de voir vos commentaires. Je ne sais pas s'il y a besoin que je rappelle un peu les titres. Bon, il y a Bonne Nuit Pon-Pon, Killing Stalking, Kingdom, Vampire Night, Time Shadows, Jusqu'à ce que la mort nous sépare, Isabella Bird, Ubelblatt, Hanayoli Dango et Vagabond.
Du coup, allez-y, dites-moi quels titres vous ont paru les plus intéressants. Ok, ok. On a des votes très variés ici. Donc, on a un vote pour Vagabond, un vote pour Isabella Bird et un pour Bonnie Pompon, un pour Time Shadows, un pour Killing Stalking. Ah, on a d'autres votes, Kingdom et Vagabond. Je pense que Vagabond va entrer dans le podium, en effet. Vagabond est un chef-d'œuvre. En effet, je suis totalement d'accord que Vagabond est un chef-d'œuvre. Bienvenue Marianne d'ailleurs. J'espère que tu suivras mes futurs lives aussi. J'en fais un par mois à peu près. Isabella Bird, Kingdom et Time Shadows. Ah, je vois. Donc Isabella Bird aussi fait forte impression ici. D'accord, d'accord. Et Kingdom. En réalité, je vais vous avouer que même si Kingdom n'est pas tant connu que ça en Occident, Vagabond non plus d'ailleurs, Kingdom est extrêmement connu au Japon, donc je pense que ce serait un peu injuste de lui donner de trop lui chanter des louanges, vu que le thème actuel c'est que ce soit underrated. Donc, mais vu que Time Shadows a l'air d'avoir fait forte impression, du coup, actuellement, on se retrouve avec Vagabond, Isabella Bird et Time Shadows qui ont l'air pas mal, les trois qui ont l'air d'avoir fait parler le plus de lui. Bon, maintenant, je vais essayer de peut-être leur donner des titres, des trophées. Bon, personnellement, évidemment, mon préféré des 10, ben, j'en ai pas parce que je les aime tous. Mon préféré des 3, j'en ai pas non plus parce que les 3 sont tellement... je veux dire, voilà quoi, on parle de 3 mangas. On parle de 3 mangas tellement uniques et différents l'un des autres que c'est très difficile à classer. Mais je pense que entre les 3, de façon générale, je pense qu'honnêtement, Isabella Bird mérite quand même pas mal. Je pense qu'Isabella Bird a des qualités d'originalité qui en genre, c'est-à-dire que certes c'est historique, mais c'est le seul de son genre qui nous mène sur une aventure comme ça. Les autres mangas du genre, c'est pas des aventures qui se passeront de la façon exploration culturelle aussi forte. Donc, ce sera notre médaille d'or pour les mangas underrated. Ensuite, très difficile, mais j'ai vu beaucoup de votes pour Vagabond. Donc, vous voyez, ça fait du sens parce que ça, tu vois, ses cheveux sont un peu dorés et bref, la couverture, c'est jaune, donc doré, on va dire. Donc, médaille d'or. Et là, on se retrouve avec Vagabond avec un peu d'argent, donc ce sera médaillé d'argent. Et finalement, là, ben, tome 2, ça fait un peu bronze comme couleur ici, donc ce sera la médaille de bronze. Du coup, voilà, c'était notre propre activité clin d'œil olympique. Donc, n'oubliez pas de regarder le prochain live mercredi prochain. Ce ne sera pas moi cette fois-ci, mais vous allez aussi pouvoir entendre parler d'un autre sujet manga. Et le mois prochain, ben, j'espère que vous serez là à mon live. Et je vous remercie d'avance en tout cas. Et bonne soirée à tous.